Je vais demander à Daniel Whiteside, qui est directeur de l'Institut pour la santé à McGill, de venir modérer la dernière session de tweets. Nous sommes le panel qui sont là entre vous et un cocktail. On va faire quelque chose de complètement différent. On a entendu beaucoup de présentations aujourd'hui. On a demandé à quelques gens, on leur a demandé d'écouter et de venir ici sur la scène pour nous lire. Je leur ai donné 4 minutes chacun. 2 gens qui vont venir ici sur la scène sont des anciens ministres de la Santé, donc je ne vais pas leur demander de se tenir à leurs 4 minutes. Je ne vais pas être trop sévère envers eux. Mais l'idée, c'est de nous donner... Je pense qu'une des choses qu'on veut vraiment prendre au sérieux, Howard, moi-même et les membres du comité organisationnel, c'est qu'on ne veut pas que ce soit un événement où on a tous des belles pensées, on retourne à la maison et puis que tout disparaît. On veut que les discussions continuent. Particulièrement bien autorisés à écouter tout ce qui s'est dit et à nous lancer des idées qui pourraient servir de point de départ pour des discussions à venir. Alors, on leur a donné à chacun et chacune à peu près 4 minutes et on va également demander, alors comme vous le savez, en vertu de mon invitation de ce matin, il paraît qu'on a presque cassé Twitter. Hein? Les tweets partent dans tous les sens et puis nous avons une étudiante du département de médecine familiale, une étudiante du doctorat qui a, avec un effort surhumain, réussi à intégrer tout ce gazouillage, je crois que c'est le terme français, que nous avons engendré, pour nous dire un peu quels sont les principaux thèmes qui sont ressortis, quelles sont les choses que vous avez entendues, telles que reflétées par vos tweets de la journée. Alors, avant de demander à nos éminents répondants, témoins de venir, je vais peut-être demander à Ayat Salman, qui est étudiante au doctorat au département de médecine de famille, de venir nous dire un peu en 2 minutes ce que la twittosphère a dit à propos des conférences de la journée. Alors, Ayat. Donc, premièrement, merci tout le monde. J'aimerais remercier vraiment, un gros merci à tout le monde qui a participé sur le réseau social Twitter. Je vais donc utiliser le mot tweet et non gazouiller ou gazouiller, comme on devrait l'utiliser, mais bon. Donc, j'essaie vraiment de séparer les tweets au niveau des sessions, de 1 à 4, mais on a commencé ce matin avec Saint-Timothée, qui est très populaire aujourd'hui sur Twitter. Oui, ça a commencé avec ça. Suzanne Fortier highlights how primary care is often the first, sometimes only contact patients have with the system. Très, très populaire depuis ce matin. Session 1, on a commencé de la castonguette à la méthode Barrett. Ça a commencé comme ça, mais après ça, tout le monde a commencé à parler au niveau du modèle Dawson, puis les tweets sont sortis aussi surtout vers la fin de la présentation de Léonard Aucoin, sur des pistes de réflexion pour trouver les bonnes solutions. Au niveau du public, la super question qui est sortie à la fin, good question from the floor, what is a super clinic anyway? C'est une question, c'est quoi une super clinique? Vers la session 2, on a eu plusieurs questions concernant la qualité des soins de première ligne, the quality of healthcare. Le thème qui est sorti beaucoup, interesting theme of linking patient engagement with quality in primary. Bon, thème intéressant, qualité des soins primaires, participation des utilisateurs comme valeur ajoutée. Je continue. Vers la session 3, vraiment, c'était le thème principal de tous les tweets, educating the public. C'est sorti. La sensibilisation du public, presque tout le monde en a parlé. De comment on va faire ça.
Mais session 4 aussi, finalement, on a retourné au début, c'est-à-dire que le pouvoir est concentré en haut de la pyramide, puis les gens ont commencé à vraiment parler sur la collaboration interprofessionnelle et interinstitutionnelle, et surtout aussi au niveau de la pluridisciplinarité et l'imputabilité devant la communauté pour les GMS 3.0. Ça, c'est vraiment un résumé de toutes les tweets qui sont sorties aujourd'hui au niveau Twitter. Merci. And you can yourself, if you're interested, go on Twitter. Et vous pouvez vous-même aller sur Twitter. J'ai appris à le faire moi-même. Vous entrez le hashtag qu'on a indiqué et vous voyez les tweets. Il y en a des milliers. Alors, vous allez pouvoir voir ce qui s'est dit. Alors, je vais inviter les 4 invités à monter. Je vais peut-être les présenter tous ensemble. Et ils pourront ensuite prendre la parole tour à tour. Je n'ai pas mentionné quelque chose, c'est que nous allons terminer cette séance avec vous-même. Vous écoutez depuis des heures passivement. Vous écoutez les présentations. Alors, dans la mesure où il nous reste du temps d'ici à 5 heures, Howard voulait se garder 1 heure, 1 heure et demie pour faire sa propre synthèse. Mais non, s'il y a 1 ou 2 grandes idées qui s'est dégagées pour vous, nous vous invitons à les exprimer très brièvement pour nous aider à préparer d'autres événements futurs sur ces questions. Mais pour l'heure, je vous présente notre panel. Mark Karonowski est directeur des études du programme médical préélectoral. C'est écrit en tout petit. Département de médecine de famille à l'Université McGill également, et Jean Rochon, qui est professeur agrégé du département de médecine de famille, professeur de santé publique à l'Université Laval et ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, président évidemment de la Commission Rochon en 1985, et Claude Castonguay, donc également ancien ministre de la Santé, président de la Commission Castonguay 1970. Nous en avons entendu parler ce matin avec la présentation donc de Anthony Maioni, qui nous a fait en quelque sorte un panorama historique, et nous avons donc 2 des grands acteurs de cette histoire présents avec nous aujourd'hui. Alors, je vais me taire, c'est pas à moi maintenant de donner mes réactions. Je vais commencer avec Marc. Est-ce que tu veux parler à partir de là ou since we're doing whatever you want? Whatever. Okay, good. You can take my seat. I'll go sit there afterwards. Mark Karonowski. Karonowski, je porte beaucoup de chapeaux. Je suis père et j'aimerais bien rentrer manger avec mes enfants parce que je n'ai pas été à la maison lors du repas, c'est le dernier soir. Mais bon, je travaille à la clinique de médecine familiale Herzl et le département de médecine de famille vient de célébrer ses 40 ans. Mais la clinique Herzl a été fondée en 1912, donc offre des soins primaires depuis 113 ans. Et il y a un documentaire de Dockside à Bedside qui montre que les divers thèmes qu'on a abordés ont évolué avec nous au cours de cette période-là. Il a été question d'interdisciplinarité, d'intégralité, d'orientation communautaire. Ce sont des thèmes que je connais grâce à mon propre travail. Ce matin, j'ai été inspiré par le thème de l'amélioration continue de la qualité et de ce qu'on peut faire pour l'actualiser. Mais l'autre chapeau que je porte depuis quelques mois est comme directeur des études de 2e et 3e cycle en médecine de famille. Et j'ai l'impression que McGill est un peu à l'avant-garde parce que nos étudiants, à partir des premières semaines, commencent avec la médecine familiale comme fondement. Et ils ont 16 séances dans la première année d'exposition au travail dans un cabinet de médecine de famille. Alors,
il y a sans doute beaucoup de précepteurs. Pour les gens qui aimeraient faire partie de notre équipe, bon, longitudinal.femme.net, nous avons 16 inscrits, il faut 190. Ça, c'est la première année. Mais en deuxième année, il y a un cours de deuxième année durant lequel qui bâtit autour de l'interdisciplinarité. Les étudiants sont non pas avec des médecins de famille, mais avec une équipe interdisciplinaire. Et l'enseignement porte sur l'entraînement à travailler avec les autres professionnels qui sont essentiels à la prestation de soins primaires. Alors, vous êtes peut-être des précepteurs pour nos étudiants. Alors, venez. Mais j'aimerais remercier les SUS qui ont été nos partenaires nous ont permis d'accéder à ces firmes. Et Dr. Goodman et Dr. Walk font une conférence très appréciée sur le système de soins, les GMF et les structures en général. Très appréciée des étudiants. La troisième année, les étudiants vont en milieu rural. Ils apprennent à connaître la vie à l'extérieur de la ville et ils sont exposés à la psychiatrie et à d'autres aspects de l'interdisciplinarité. Alors, je pense que McGill s'est organisé pour englober beaucoup de ces questions, mais comment faire participer le patient, non pas dans l'enseignement en tant que tel, mais dans ce qui devrait être enseigné à l'avenir. Ça, c'est quelque chose que je vais ramener à mon comité. Et comment faire mieux en matière d'amélioration continue de la qualité dans nos cliniques. Merci beaucoup. Je vais partager mes remarques entre le français et l'anglais. C'est facile d'être découragé. Je pense qu'on le vit tous, hein, on vit des situations dans nos milieux cliniques qui nous portent au découragement. Et pour ceux qui sont parents dans la salle, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois quand nos jeunes disent, par exemple, « Oh, ça va mal dans le monde, hein, maman? » On a ce réflexe de dire, « Mais non, on les ramasse, on les encourage. » Et c'est ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui. Ça m'a beaucoup, beaucoup encouragée parce que je sens que je ne suis pas seule. Je fais partie d'une communauté. So I really believe we're not alone. Alors, je crois effectivement qu'on n'est pas seul. On fait partie d'une communauté. Et aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de cette communauté, une communauté dans laquelle nous avons énoncé un objectif commun, où nous avons exprimé des préoccupations communes et une grande volonté de chercher des solutions. Et, il y a tellement de personnes intelligentes ici, tellement d'idées intelligentes que j'en retire un sentiment d'espoir par rapport à l'avenir. Je vais poursuivre sur ce thème de la continuité. De notre communauté, c'est vraiment le patient. Et c'est bon de se le rappeler et c'est facile de l'oublier. Et moi aussi, je veux m'engager personnellement et dans la pratique, mais aussi dans l'éducation, comme Marc l'a dit, de faire entendre la voix du patient beaucoup plus que ce ne l'a été fait jusqu'ici. Thirdly, I think... Troisièmement, je crois que les communautés prospèrent, les communautés réelles prospèrent, lorsque leurs membres sont obstinés et persévérants et très engagés et croient profondément qu'il va y avoir des résultats positifs et sont prêts à changer et à voir les choses autrement. Alors, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas devenir cynique. Nous devons adopter une attitude de construction positive ensemble et nous éloigner du discours de nous et les autres, nous contre les autres.
Et nous devons jouer notre rôle de modèle. Je peux mettre mon chapeau de professeur. Nous nous sommes décrits comme des apprenants dans la salle. Mais la question est de comment faire preuve de résilience face à la situation difficile dans laquelle on se trouve. Je pense qu'une communauté, elle vit par ses jeunes. C'est-à-dire que la vie d'une communauté souvent s'exprime par ses jeunes. Et je voulais simplement commenter la présence de nos apprenants ici aujourd'hui, quelques-uns qui ont pris la parole. J'ai été touchée, impressionnée par leur capacité d'avoir une critique constructive, très articulée, leur vision, leur détermination, et puis le sentiment qu'ils font partie du problème avec nous. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et finalement, I think the community helps us to see something. Je crois que la communauté nous permet de voir des choses qui sont plus grandes que nous. Pour moi, personnellement, comme un médecin de famille et comme professeur, il me faut voir quelque chose de plus grand comme un petit problème au jour le jour que les réformes dans la santé semblent être en train de créer. Et pour moi, le symposium, c'est le début de cette vision élargie. Et je suis confiante que nous allons faire les pas que nous devons faire à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de résumer, mais vraiment résumer ce que toute une journée nous a suggéré. On en aurait pas pour parler longtemps. Mais sur la base de l'expérience que j'ai vécue, peut-être spécialement au cours des 10 dernières années, mais avec l'arrière-scène depuis presque une cinquantaine d'années, on se rappelait tout à l'heure avec M. Castonguay, ça fait à peu près 50 ans, tout ça a évolué. Il y a deux idées que je voudrais partager avec vous en terminant ce colloque. D'abord, on constate qu'actuellement, il y a une situation qui est, pour le moins qu'on peut dire, pas facile. Il y a beaucoup de fatigue, il y a de fatigue de combat, il y a beaucoup de harassement, il y a un peu de découragement, il y a un peu tout ça. Et quand on regarde l'ensemble de l'histoire depuis 50 ans, il y a beaucoup de périodes, si on les prend de façon isolée, où on pouvait avoir cette impression-là quand le système de santé et de services sociaux traversait une période particulièrement difficile. Mais si on prend le portrait plus grand, qu'on agrandit l'image, je pense qu'on peut s'apercevoir qu'on a eu une évolution dans la même direction, qui a toujours monté, en dents de scie. Et là, on est peut-être au creux d'une des dents de scie, mais que de façon générale, d'une période à l'autre, on a trouvé le moyen de sauver l'essentiel, bâtir ce qui avait été acquis, améliorer à partir de ça et revenir période après période. Alors ça peut vouloir dire que si on regarde la situation comme ça, tout n'est pas perdu, surtout que l'autre élément qui amène à voir ça sans avoir trop des lunettes roses, c'est que quand on regarde, je ne suis pas un spécialiste du changement, mais j'ai été amené à travailler dans les dernières années avec beaucoup de monde qui œuvre dans ce domaine-là. Il y a des éléments essentiels au changement des systèmes qui sont tellement pas là que ça ne peut plus durer longtemps. On dit que si on veut vraiment changer un système, il faut qu'il y ait une vision qui soit partagée par des gens qui sont dans le système. Ça, on ne l'a pas. Il faut qu'elle soit partagée par ceux qui font vraiment le changement, finalement, ceux qui sont sur le terrain, qui le font tous les jours. Si eux n'ont pas de la vision, ne voient pas où ça va, ne voient pas le sens, ils ne bougeront pas, ou ils ne bougeront pas nécessairement dans le bon sens, parce que les lignes sont pas assez claires et ça ne va pas se passer. Il n'y aura pas non plus, dans ce qu'on voit là, une capacité d'information et d'engagement. Et ça, je pense que la littérature est très importante et très grande là-dessus. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, il faut qu'on engage tous ceux qui sont pris, y compris maintenant, avec des expériences très importantes depuis quelques années, les patients et les communautés. Donc, le vent va probablement tourner, mais je pense que le plaidoyer, puis c'est mon deuxième point, il faut se préparer et commencer à bouger tout de suite pour la prochaine étape. Et ça, on a tout ce qu'il faut pour ça. Il y a des panélistes qui l'ont dit un peu avant. Il n'y a pas vraiment de permission à demander. Il faut plus avoir une attitude, pas de boxer, mais de faire du judo, pour que les forces actuellement qui sont là, qu'on puisse les orienter et les canaliser
faire ce qu'on veut avoir ça. Et ça, je fais référence, entre autres, puis on ne peut pas rendre hommage à chacun des contributions, mais tout ce qui se fait depuis une dizaine d'années, au moins, il y a une cinquantaine d'expériences au Québec. J'ai eu la chance d'accompagner ou de travailler d'une certaine façon avec eux, qui sont un peu arrêtés là, depuis quelques années, mais c'est toujours là. Il y a des partenaires qui sont partis dans la réorganisation, il y a des pertes un peu collatérales, mais il y a encore beaucoup de là. C'est de ça qu'il faut partir. Et je pense qu'il n'y a rien, effectivement, qui empêcherait les gens de commencer à se parler. Et là, je pense que les principes que vous avez donnés, moi, dans ce que j'ai vécu, c'est intégral. D'abord, il faut vraiment avoir une vision de responsabilité d'une population. Pas seulement servir une clientèle. Pour bien servir une clientèle, il faut travailler avec la population. Il ne faut pas travailler seulement avec permettez un langage d'ancien épidémiologiste, avec le numérateur, mais aussi avec le dénominateur, pour être capable d'avoir une approche populationnelle. Et ça a été très bien défini. L'approche populationnelle, il y a un concept, tout le monde a entendu, en gros, pour dire ça veut dire d'être capable de maintenir, d'améliorer la santé d'une population en répondant aux besoins des gens, mais les besoins qui s'expriment comme ceux qu'on peut identifier qui ne sont pas exprimés, d'être capable de prendre en charge ceux qui ont des cas plus longs et de travailler sur les déterminants de la santé. Et ça, par définition, ça appelle une participation de partenaires. Et là, ça m'amène au point que pour faire ça, la stratégie qu'il faut envisager, si on pouvait sortir de la dynamique à partir de laquelle l'organisation va finir par intégrer, par bâtir sur une base communautaire. La référence d'une population et un territoire. C'est le GMF, c'est le C3S, c'est la clinique populaire, c'est ça. Mon plaidoyer serait que c'est ni un ni l'autre, c'est tout le monde ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble et qu'on devrait plus se référer sur chaque territoire à une organisation de coordination intégrée où les partenaires s'entendent, pas seulement pour faire de la concertation pour chacun de leur côté, plus tenir compte de ce que les autres font, mais identifier autour soit des problèmes de maladies chroniques, personnes en perte d'autonomie, maladies mentales, toxicomanie. Dans chacune des populations du Québec, c'est une base assez locale, on peut avoir une bonne cartographie pour s'entendre tous les partenaires ensemble. C'est une priorisation qu'on fait. Et pour chacun de ces secteurs-là, on bâtit des projets. 2, 3, 4, 5 projets. Ça commence à couvrir pas mal les grands besoins d'une population, d'une approche autant de répondre aux besoins aigus que de travailler sur les déterminants de la santé. Tout est là. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre compte des discussions actuellement, mais essayer de les orienter. Pas pour... C'est une opposition. Qui contrôle qui? Quelles ressources sont transférées où? Mais comment on peut travailler ensemble en profitant des ressources que tout le monde fait. Et là-dessus, je terminerai en disant que quand on dit qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire ça, qu'il y a deux façons de lire une loi et un règlement. On peut se demander, ça me permet-tu de faire ça? Ou bien on peut le lire et dire, est-ce que ça m'interdit de faire ça? Et si on lit la loi comme ça, il y a bien des choses qu'on s'aperçoit qui sont tout à fait possibles et qui nous permettent de naviguer en autre route. Alors, à la prochaine. Merci et bonjour. Moi, je crois, avant de commencer mes remarques, que nous devrions féliciter Howard et ceux qui l'ont accompagné dans l'organisation de cette journée. En fait, ce que nous avons fait aujourd'hui, ça va dans le sens de ce que nous venons de dire, tout le monde, qu'il faut agir, qu'il ne faut pas attendre et il faut se convaincre que c'est nécessaire de le faire avec ce qui existe et les moyens que nous avons. Alors, félicitations, Howard. Maintenant, je ne veux pas me lancer dans un texte un peu philosophique. Je voudrais plutôt partager avec vous certains points très spécifiques qui ont été faits au cours de la journée et qui me semblent devoir retenir l'attention, à mon avis. Mais avant de le faire, je voudrais vous dire que la commission d'enquête
sur la santé que j'ai présidé au cours des années 60, nous mettions beaucoup d'importance sur la première ligne et même nous présentions une définition de ce que devraient être, à notre avis, des cliniques efficaces. D'abord, c'était des cliniques qui, à notre avis, devaient avoir une conception large de la santé qui comprenait la prévention, la réadaptation, l'éducation sanitaire, l'hygiène, etc. Et nous y voyons un certain nombre de médecins et d'infirmières. On disait 5-6 médecins comme minimum et 9-10 infirmières. Alors, vous voyez l'importance qu'on mettait dans le rôle des infirmières à cette époque-là. Et travail multidisciplinaire et finalement un lien dans la mission de ces cliniques, on voyait non seulement les services de santé, mais également un apport des services sociaux. Alors, on est rendu maintenant 50 ans plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais il y a eu une constante, je pense bien, un peu tout le long, sur l'importance de ce qui est discuté aujourd'hui. Ce ne sont pas des idées nouvelles, ce sont des idées qui doivent continuer de progresser et on ne doit pas baisser les bras. Je n'ai pas entendu aujourd'hui beaucoup de choses qui concordent avec ce que nous entendons de la part du ministre de la Santé, le Dr Barrett. Et ça m'apparaît inquiétant de voir un gouvernement, un ministre, agir alors que dans le fond, on n'entend pratiquement aucun écho qui vont dans le sens de ce qu'il préconise. Et la question que je me pose, c'est comment se fait-il que le premier ministre, qui a été ministre de la Santé, accepte que son ministre se comporte de la façon qu'il le fait? Maintenant, sur les points plus spécifiques, ce que j'ai retenu, moi, au cours de la journée, c'est toute l'importance que on doit accorder à la première ligne. On a parlé d'assises de notre système de santé, on a parlé du fondement de notre système de santé, et c'est exact. Et on a également insisté énormément sur le fait que le dynamisme dans notre système de santé, il ne doit pas être imposé du haut, mais il doit originer de la base, il doit originer de ceux qui sont impliqués dans le système. Alors que présentement, on assiste à une élimination pratiquement du pouvoir local, on assiste à l'élimination des contrepoids et on a regroupé au niveau des CIS ou des CIUS des ensembles d'établissements de nature différente qui sont, à mon avis, un non-sens. Il n'est pas possible pour un responsable ou une petite équipe de gérer des institutions qui ont des organismes qui ont des missions tellement différentes que celles que l'on retrouve dans ces regroupements-là. Une autre des choses, moi, qui m'est apparue extrêmement forte dans ce qui a été dit, c'est qu'on a donné beaucoup trop de pouvoir aux deux fédérations. Fédération des médecins omnipraticiens, Fédération des médecins spécialistes, à tel point que pratiquement c'est rendu au point où ce qui se fait, qui implique les médecins d'une façon ou d'une autre dans le système, doit être négocié avec les deux fédérations. Ce qui n'était absolument pas en aucune façon vu au moment où la loi sur les services de santé a été établie et où les premières négociations ont eu lieu. C'est clair que ces deux fédérations représentent les intérêts des médecins, leurs conditions de travail. Elles le font, c'est légitime,
mais en le faisant, elles prennent les intérêts des médecins et non les intérêts de la population en général. L'autre aspect que j'ai trouvé très intéressant, il me reste deux choses, c'est que il y a beaucoup d'interrogations. Les gens se disent comment, vous vous êtes dit aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut continuer d'améliorer la situation, comment est-ce que l'on peut introduire le changement. Et ça, je pense que c'est la question peut-être la plus importante qui a été posée aujourd'hui, parce que le pouvoir politique ne changera pas d'un seul coup. Il ne changera pas suite à des colloques aussi intéressants peuvent-ils être. Alors, il faut donc que tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans le système, qui peuvent penser d'une façon un peu différente de ce qu'on essaie d'imposer, le fassent. Et ce n'est que comme ça que le progrès va continuer. Et à certains moments, on l'a vu dans le passé, il arrive un événement qui se produit et après une période de lenteur, le progrès s'accélère tout à coup. Il y a des occasions qu'on a vues passer qui ont été manquées. Moi, il me semble qu'à la dernière élection, lorsque le premier ministre, le docteur Couillard, est devenu premier ministre, qui a nommé 3 ministres à la tête du gouvernement, nous avions là l'occasion de faire un pas vraiment important en avant et c'est une occasion qui a été manquée. Il reste 2 ans à ce gouvernement pour peut-être se reprendre. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Finalement, il y a dans le système, de toute évidence, beaucoup d'inquiétudes chez tous ceux qui interviennent à un titre ou à un autre. Il y a de la fatigue, il y a du scepticisme, et c'est un message qui ne me semble pas passer bien fortement auprès de la population. On sait que le gouvernement réagit bien souvent beaucoup plus en fonction de ce qui est dit dans les journaux, dans les médias, que ce qui est dit dans des organisations, dans des journées comme aujourd'hui. Et s'il est possible de faire entendre ce qui se passe dans le système vraiment, avec tous les changements que l'on essaie d'imposer à un rythme qui est trop rapide, trop imposé, sans trop savoir bien souvent où est-ce que ça va nous mener. Si ce message-là peut être passé, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, je vous remercie. C'était une excellente journée. So I'd like to thank in your name. En votre nom, j'aimerais remercier nos 4 témoins qui nous ont dit ce qu'ils ont entendu au cours des 8 dernières heures. Donc, maintenant, le mot de la fin. 10 ou 12 minutes environ. Howard dit 5 ou quoi? Une dizaine de minutes. Bon, tout le monde veut aller prendre un cocktail, mais s'il y a des choses qui vous avez entendues, que vous aimeriez partager avec nous afin qu'on puisse s'en servir pour organiser les discussions qui vont suivre, je pense que c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux et certainement c'est au cœur des discussions qu'on a eues lors de la rencontre de planification dès le début. C'est qu'on ne voulait pas que ce soit la fin, mais un début. Donc, je vais demander à tout le monde qui va venir au micro, parce que tout le monde veut aller boire, d'être très bref. Alors, des petits tweets verbaux. On commence ici. Présentez-vous. Je suis médecin de famille et je suis la directrice de programme en médecine de famille à McGill. Puis je voudrais vous remercier, M. Castonguay. Ce que vous avez dit m'a vraiment impressionné. Je pense que vous avez vu très clair il y a 50 ans. Le ratio 5 à 6 médecins avec 9-10 infirmières, ça me semble parfait pour une petite clinique. Et je voudrais vous demander si vous voulez peut-être revenir en politique.
une autre vie. OK. Alors, deuxième petite question. Est-ce que vous aimeriez venir avec moi rencontrer M. Barrett? Avant de prendre ma retraite, oui. J'espère que c'était bel et bien la fête de M. Castonguay. Bonjour, merci beaucoup pour vos propos. Au niveau de la question de comment ça agir maintenant, moi je m'appelle encore une fois David Benrimo, étudiant en 4e année en médecine et cofondateur du Forum pour la relève étudiante pour la santé du Québec, or the Quebec Health Professional Students Roundtable in English, sorry. And so, just so many presents walking by. Birthday. It's true, yeah. So, Donc, je voulais dire que je crois que le travail qui doit être fait débute même avant qu'on soit professionnel, lorsqu'on est en apprentissage. Et j'inviterai tout le monde qui est en apprentissage ou qui veut travailler avec des élèves de regarder notre site web, lefresque.com. Nous sommes un groupe comme celui-ci. On a eu un sommet où on a rassemblé des professionnels, des patients pour voir comment régler les problèmes du système de santé. On a bien hâte de travailler avec tout le monde et j'aimerais vous dire encore une fois que c'était un sommet extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, one more, please. Since David plugged le presse, Bon, mais moi, je vais parler. sur Twitter, sur Facebook. Si ça vous intéresse, suivez-nous. Merci. So, to close things off, I'd like to... Pour terminer, j'aimerais demander à Howard de venir nous adresser la parole. Merci, Daniel. Aujourd'hui, c'était une journée pleine d'énergie, d'idées, de discussions respectueuses aussi. La question maintenant qu'on se donne, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on peut poursuivre à la fois la discussion, puis quels sont les gestes concrets qu'on pourra poser? Daniel et moi, avec le comité, on a commencé à développer un certain nombre d'idées sur lesquelles on va travailler. Mais une chose est claire, there will be a detailed summary that is being prepared. Il va y avoir un résumé qui va être préparé. Travail là-dessus. We'll be providing, and that Ce résumé détaillé va être rendu public. On va vous donner un lien pour ceux d'entre vous qui aimeriez entendre cette journée, encore une fois, l'enregistrement de la journée. Et pour d'autres gens, bien sûr. Nous voulons écrire des articles de journaux, ainsi que des articles académiques. Mais comment est-ce qu'on continue la discussion? Des fois, je pense que c'est le temps d'une commission. qui cherche les idées, qui génère à travers la discussion, qui regarde l'évidence et qui fait des propositions. And how do we promote? Et comment est-ce qu'on peut promouvoir les changements et l'innovation dont on a parlé? Il y a certaines choses que j'ai entendues qui sont essentielles. Il faut que ce soit centré sur les patients, mené par les pairs, l'implication des patients et de la communauté, la diversité, l'innovation, l'entrepreneuriat. Je pense que le soif de discussion est démontré par le fait que vous avez envie de prendre un verre de vin, bien sûr, mais que vous êtes resté jusqu'à la fin, la salle pleine jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie de votre participation.
Je veux remercier le comité aussi, Daniel Weinstock, Susan Law, Sam Benaroya, Rita Zayed, Susan Usher, and a special thanks to Rachel Simmons. Where are you, Rachel, who is the organizer? Et une appréciation à la générosité de nos conférenciers, de nos invités, nos modérateurs, qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas simplement sorti qu'est-ce qu'il y avait, un PowerPoint dans leur ordinateur, mais ont vraiment travaillé et qui ont contribué au succès de cette journée. Avant de passer le dernier mot au doyen, parce que mon doyen a toujours le dernier mot, evaluation forms, please fill them out. Les formulaires d'évaluation, s'il vous plaît, les compléter, les laisser au comptoir. Et il y a quelque chose, on m'a dit de dire ça, mais je ne comprends pas. Mais les élèves doivent signer. J'imagine que vous ne pouvez pas aller à la maison avant de signer. D'aller prendre un verre de vin ensemble, même plus qu'un verre, je pense. I'd like to introduce to you Dr. J'aimerais vous présenter le Dr. Eidelman, le doyen de la faculté de médecine. J'aimerais remercier David pour le soutien qu'il nous a donné, qu'il a donné au département de médecine de famille, au développement de notre mission académique et communautaire. Et je pense que David a vraiment été visionnaire dans ce sens. David? De clore ce symposium. Je dois dire que je suis arrivé en retard parce qu'il y avait plusieurs autres événements qui se passaient en même temps, en parallèle, et moi j'ai dû donner des petits discours à chacun de ces événements-là. Et tout a été dit par les derniers conférenciers, donc je ne vais pas répéter les messages qui ont été envoyés, sauf pour dire que je vous félicite d'être ici aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'importance capitale, le futur de la première ligne au Québec. J'ai entendu les anciens ministres de la Santé parler de ce que le ministre actuel fait de mauvais. Bien sûr, moi, j'ai vu tous ces ministres de la Santé, y compris ceux qui sont présents avec nous. J'ai entendu beaucoup de colère dans la salle. Et peut-être que la colère est justifiée. Mais j'aimerais vous rappeler que la force de ce symposium, c'est qu'on se concentre sur le rôle des patients. Et j'ai entendu ça plusieurs fois. Une des déficiences du système de la santé au Québec, on a beaucoup d'avantages, mais une des déficiences, c'est que... Dans le système de la santé de Québec, on a des bénéficiaires. Ça veut dire que les soins sont définis en fonction du système et pas en fonction de la personne qui est au cœur de nos soins. Alors moi, mon souhait, c'est que dans une future réforme du système de la santé, qu'on fait un recentrement de système sur le patient, sur sa famille et sur la communauté. Okay? So for me, a proper health... Donc pour moi, un bon système de soins de la santé, c'est axé sur le patient, sa famille, sa communauté. Je sais que lorsqu'on écrit une loi, il faut écrire toutes sortes de termes légaux, mais on pense tellement au système qu'on ne pense plus aux patients. Alors la force de cette conférence, c'est que c'est vraiment axé sur comment, en tant que clinicien, en tant que fournisseur de services de la santé, comment est-ce qu'on peut faire une différence pour nos patients, notre famille et notre communauté. Alors ça, c'est une grande réussite. Bravo. Pour vous permettre à profiter de cocktail qui est à côté, c'est mon devoir, pour finir, d'abord de féliciter tous les participants, de remercier les conférenciers, et surtout de remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce symposium. J'aimerais ajouter mes félicitations au département de la médecine familiale pour leur 40e anniversaire. J'ai remarqué que le Dr. Karonowski a dit que Fritzl est plus vieux, mais quand même, le département de la médecine familiale a 40 ans. Et j'aimerais aussi dire, vous savez, un des problèmes lorsqu'on est doyen
c'est qu'il y a des jeunes gens qui viennent dans mon bureau et ils nous poussent, ils insistent qu'on fait des choses pour eux. Et parfois, ce sont des gens qui sont des directeurs de département. Donc, Howard Bergman, il vient me voir souvent dans mon bureau, puis il pousse. Et avec ces jeunes qui poussent, on n'a pas le choix, il faut les écouter. Donc, ça a été un très grand plaisir de travailler avec Howard. Et je veux me joindre à vous pour le féliciter, lui et son équipe, sur une conférence extraordinaire.